On va parler du Togo dans la dernière manche de ce grand rendez-vous de ce soir. Togo, la fondation phare peste contre le refus du pouvoir d'ouvrir un dialogue. Pour nous qui sommes des jeunes, Basile Ako, phare, c'est quoi d'abord? C'est On va le faire front. un peu d'histoire. Ouais, c'est un front républicain. Je ne sais pas, hein, je ne me rappelle plus tellement. Et c'est de qui? Non, c'est de Maître Agboibo. Okay. Vous savez, dans le temps, Maître Agboibo avait créé le CATR, Comité d'action contre le tribalisme et le racisme. Et donc, ce CATR a fonctionné jusqu'à ce qu'il y ait le phare, Front d'action pour le renouveau, etc. Voilà. Et donc, dans les négociations avec le général Adema, à un moment donné, c'est le phare qui était. Donc, des architectes. voilà. Voilà. Et donc je crois que c'est... Non, ça c'est autre chose. Okay. Ça c'est pour Johannes Bavon. Ça c'est autre chose. Ce n'est pas Voilà. Donc je crois que c'est ce front que Maître Agboibo veut ressusciter aujourd'hui et pour encore revenir sur cette affaire de nécessité d'un dialogue pour ceci, pour cela. Vous savez, Maître Agboibo a toujours été un joueur de fond. Si le processus démocratique enclenché dans ce pays a connu ces piétinements, eh bien, Maître Agboibo en est beaucoup responsable. En 93-94, lors des élections présidentielles, et la C14, non, je parle de la C14, je parle de le Code 2 avait positionné un candidat sur lequel tous ils étaient d'accord. Maître Agboibo n'était pas d'accord avec ce candidat, est allé appeler les populations à s'unir pour un candidat qu'on a exclu de la liste. C'est-à-dire que Jécris Olympio, qui n'avait pas habité sur le territoire, et cela donc lui a coûté le fait qu'on n'a pas retenu sa candidature. Pour empêcher donc Edem Kodjo de continuer les campagnes, Maître Agboibo a appelé les gens à s'unir autour de celui qui ne sera pas candidat. C'est un jeu qu'il avait joué à l'époque, et ça a permis, ou bien ça a empêché Edem Kodjo de continuer sa campagne, et ça l'a empêché également de continuer par être candidat. Il s'est retiré. Le Code 2 s'est retiré à l'époque. Vous voyez, Maître Agboibo, c'est un joueur de fond. Si ce n'est pas moi, eh bien, que ce ne soit personne. Et c'est ça qu'il a fait jusqu'à ce jour. La dernière élection, tout le monde sait que le jeu qu'il avait joué contre son ami, ou bien celui qui est dans le même truc avec lui, et pour aboutir. Vous parlez de qui? Je parle de Fabre Jean-Pierre, où Maître Agboibo a appelé sa population à ne pas voter Fabre. Et tout ça là... C'est Fabre aussi qui a demandé aux gens, lors des législatives, de ne pas voter pour... Mais c'est normal. Et donc, Maître Agboibo qui ressurgit aujourd'hui sur la scène pour réclamer je ne sais quel dialogue, ça fait rire. Ça fait rire. Maître Agboibo avait conduit, je ne sais pas, accord politique global, APG, et au lendemain de ça, il est devenu Premier ministre de ce pays. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Et maintenant, on réclame un dialogue, je ne sais pas à quelle fin, et on a comme l'impression que le vieux, il est un peu fatigué sur la scène politique, et il veut toujours qu'on parle de lui. Aux dernières élections locales, il n'a vu que du feu, il n'a rien vu apparemment, et donc il veut ressurgir au travers de ce que Jean-Pierre Fabre est en train de demander, un dialogue. Lui aussi veut remonter également pour le dialogue. Il ne faut pas qu'on continue d'amuser la galerie dans ce pays. Il faut que les gens permettent au Togo de continuer par marcher, de continuer par évoluer, que des sempiternels dialogues, qui n'accouchent que des souris. Voyez-vous, qui n'accouchent que des souris. Donc, Maître Agboibo, aujourd'hui, moi, je ne suis pas dans la logique dans laquelle il est en train de faire. Il sait pertinemment que même si ce dialogue s'ouvrait, ça ne donnera aucun résultat, parce que eux-mêmes, au sein de l'opposition, ne se mettent pas d'accord. Ils vont encore se mettre des bâtons dans les roues l'un de l'autre, et ça n'aboutira pas. Ce sera que peut-être un recul encore sur le temps que nous sommes en train de faire, alors que le Togo n'a pas besoin encore de ces reculs-là. Il faut qu'on avance, il faut qu'on arrête cette histoire de dialogue. Merci pour l'histoire, hein, surtout pour l'histoire. On va écouter David, avant de donner la parole à notre sociopolitique sur le plateau. Moi, je veux rester dans le canal du pouvoir, de l'appel au dialogue qui est demandé par la Fondation phare. Alors,
Un dialogue pourquoi? À 6 mois des élections présidentielles, à quoi ça servira? En toute honnêteté, À quoi bon, vu que qu'on s'assied, qu'on discute, qu'on s'entend sur le meilleur, le minimum qu'il faut pour aller aux élections, c'est ce qu'ils souhaitent. Vous ne trouvez pas que c'est important, non? Moi, personnellement, et je pense que c'est peut-être le cas de beaucoup de Togolais, il n'y a pas de... Non, mais c'est vous, hein. Il n'y a pas de priorité à faire un dialogue. Nous parlons des prochaines élections présidentielles. Nous parlons du fichier électoral, nous parlons du code électoral, nous parlons des conditions d'organisation des prochaines élections. Aller à un dialogue, pourquoi faire? Il y a eu plein d'opportunités qui ont été proposées. Ça fait partie des conditions, non? Le dialogue aussi, non? Le dialogue a été proposé pendant la crise de 2017. Depuis 2017, le gouvernement avait lancé des appels pour des dialogues, ça n'a pas été écouté. Alors, est-ce que c'est à 6 mois de ces élections, et même moins de 6 mois de ces élections, qu'il faut aller, alors qu'il y a des priorités qui sont là? Demain, on dira que oui, on a perdu du temps, et le moment est venu pour aller aux élections. On va se mettre à précipiter les choses. Je pense qu'aujourd'hui, les Togolais, beaucoup de Togolais, la majorité des Togolais sont fatigués. Des deux bords, du côté de l'UNIR, du côté de l'opposition, en tout cas l'ensemble des Togolais aujourd'hui, tout le monde. Comment vous l'avez su? Vous avez fait un sondage? Mais regardez le désintérêt que le Togolais porte à la chose politique aujourd'hui. Regardez les dernières élections locales, combien de Togolais ont voté? Les dernières élections législatives, combien de Togolais ont voté? La présidentielle qui va venir. De sortir, demander aux Togolais s'ils ont les prochaines élections comme priorité quotidienne. Ils vont vous dire non, ils n'ont rien à foutre avec ça. Regardez l'imbroglio dans lequel tout se passe. L'opposition qui n'arrive pas à parler d'une seule voix. Et on ne comprend rien. Personne ne comprend rien du tout. Mais au final, on s'interroge. Si tout ça avait été fait pour ça, si on a tué beaucoup de Togolais, on a fait partie beaucoup de Togolais, ou alors si beaucoup de Togolais ont été blessés dans cette histoire, pour se retrouver dans une situation comme ça, je pense qu'aujourd'hui, il faut imprimer une voie à suivre. Et c'est en cela, peut-être, je vais blesser certains téléspectateurs. Je dis aujourd'hui, la seule voie pour arriver à apaiser en tout cas le cœur des Togolais, c'est d'aller à cette élection et de voir le vainqueur gagner cette élection. Et le seul qui puisse véritablement remporter cette élection, à l'heure où nous parlons sur ce plateau, c'est le candidat que positionnera UNIR. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition n'arrive pas à se mettre ensemble. L'opposition n'arrive pas à canaliser leur voix. L'opposition n'arrive plus à transmettre cet espoir. Qu'est-ce qui vous donne cette force-là de dire que c'est le candidat qui va positionner le pouvoir, qui va gagner? Les signaux sont tous au vert. On a vu déjà plus de 8 candidatures annoncées. Hein. Vous êtes annoncé vous aussi? C'est une première raison. La multiplicité des candidatures favorisera forcément la victoire du parti UNIR, qui va positionner un seul. Vous vous imaginez 8 opposants, 10 opposants en face d'un candidat UNIR? Mais regardez les chiffres des dernières élections législatives. Regardez les chiffres des dernières élections locales. C'est qui a remporté? C'est UNIR. Quand l'opposition appelle ces militants à ne pas aller se faire recenser, comment peut-on comprendre cela? Et de quoi se plaint-on aujourd'hui? Alors, suite à la dernière question... Oui, vous semblez avoir esquivé ma question. Non, entre-temps, il y a plein de jeunes qui s'annoncent. Non, moi, je préfère encore venir faire des débats sur ce plateau avec mes amis que de porter cette grande responsabilité sur ma petite épaule. Le poste de président de la République qui a été président à 30 pas encore dans mon même projet. Il faut attendre peut-être 20 ans. Oui, moi, vous n'êtes pas encore déclaré candidat pour les prochaines, parce qu'on aura forcément un premier tour et deuxième tour. Je suis en pleine réflexion en ce moment pour continuer mon travail d'analyse sociopolitique. Il y a 70 millions, bien 75, je ne sais plus là. En jeu. En jeu là. Bon, moi je ne suis pas. On s'accapare des 50 restants et puis on se perd des bras d'eau dans la ville et puis. Non, moi je ne suis pas dans cette logique et je ne suis pas non plus dans celle de Monsieur Agboibo qui tantôt il parle des architectes de la République. Mais non, c'est phare. Phare, c'est pour le pasteur Johannes Bavon, Front des architectes de la République. Ça, c'est autre chose. La fondation phare, c'est à Boibo. La technique va prendre le soin de rectifier. Oui. Attention, oui, je pense que c'est plutôt le fondation de la fondation. Bien sûr, oui, je pense plutôt que c'est ça. Bon, c'est clair. Que ce soit phare,
que ce soit Gbouibo, que ce soit Non, Johannes, que ce soit n'importe qui sur appelle ce au sujet, dialogue, c'est le Front des architectes de la République, effectivement. On s'est trompé d'orientation. Non, c'est à Gbouibo. C'est C'est la fondation phare. C'est Et la la fondation phare, c'est à Gbouibo. La Ok. fondation phare. Ok, d'accord. Donc moi, je ne suis pas dans sa logique, d'autant plus que depuis un certain moment, il fait surgir des thèmes dans le débat politique qui ne respectent pas, n'est-ce pas, le timing dans lequel on est. Il a parlé à un certain moment de clarification du statut de l'opposition, qui est opposant, de qui ne l'est pas, dans quel objectif, on ne sait pas. Maintenant, on parle de dialogue. Un dialogue pour aboutir à quoi? Vous savez, vous avez dit de parler de désamour des Togolais par rapport à la politique. Parce que lorsqu'on va dans ces dialogues-là, on ne parle pas du vécu, du quotidien des Togolais. On ne parle pas de la misère, on ne parle pas de la situation des travailleurs, on ne parle pas de la situation de certaines personnes qui sont placées, n'est-ce pas, par des cabinets de recrutement. Ils signent des contrats, par exemple, de 300 000 avec l'employeur, mais ne reverse que peut-être 100 000 à celui qui travaille. Si jamais, et seulement si ces dialogues-là touchaient le vécu des populations, relever le SMIC, faire ci, faire ça, il y aurait de l'engouement suscité lorsqu'on parlait de dialogue politique. Mais eux, lorsqu'on parle de dialogue politique, c'est pour aller s'accaparer les postes à la CENI, c'est pour négocier tel avantage, et au finish, on ne voit pas ce que ça rapporte, ces dialogues-là, si ce n'est que le partage de bulletins entre un certain nombre de personnes qui sont des acteurs politiques. Maintenant, par rapport à l'actualité de la chose, je pense que UNIR et le gouvernement ont suffisamment fait preuve de bonne foi sur la question du respect de la feuille de route. Quand bien même les deux facilitateurs ont, n'est-ce pas, achevé leur mission, on voit que il y a des dispositions qui sont prises pour le vote des Togolais de la diaspora. Aujourd'hui, on sait qu'il va y avoir une relecture même du code électoral au sein de l'Assemblée nationale. Il faut juste, n'est-ce pas, s'ils ont des préoccupations, à envoyer un peu leurs recommandations à qui de droit pour que cela soit pris en compte. On ne va pas faire de sempiternel dialogue pour aboutir à quoi? Aujourd'hui, la République est en marche vers les élections. On s'en va vers les élections présidentielles. Il ne faut pas qu'ils s'imaginent une seule minute que c'est le pouvoir qui va venir régler eux leurs problèmes qu'ils rencontrent dans l'opposition. C'est vrai. C'est un problème qui est unique à l'opposition. Bon, moi, je pense qu'il y a des problèmes qui sont dans l'opposition. Ils doivent les régler eux-mêmes. Ils ne doivent pas s'attendre à ce que le gouvernement vienne régler leurs problèmes. Le problème qui doit peut-être alimenter les discussions, c'est les conditions de transparence des élections. C'est peut-être le fichier électoral. Quoique moi, j'estime que le temps est déjà révolu pour ce débat-là. Vous vous rappelez, à un certain moment donné, lors du dialogue togolais, le président Ghanéen l'avait proposé. Bon, ne nous campons pas sur la candidature au nom du président, du mandat au nom du président de la République. Parlons du cadre électoral. Ils ont dit niet, qui ne vont pas avancer sur aucun sujet s'ils ne trouvaient pas solution à cette thématique précise-là. Je me rappelle qu'en 2017, le ministre de l'administration territoriale avait appelé la classe politique à venir pour une relecture du code électoral. La CDBTP, on sait ce qu'elle a dit. Comment on appelle de FDA de M. Dodi à Pévon. On a vu ce qu'ils ont dit dans la média, même l'ANC. Maintenant, quand on vous appelle en 2017, vous refusez. Lors du dialogue, on vous dit parlons de code électoral. Mais aujourd'hui, quand le pouvoir, le gouvernement prend sa responsabilité, dit bon, nous allons faire voter les Togolais de la diaspora. On va relire le code électoral, mais on voit que le pays est dans une dynamique. Les choses sont en train d'aller et voilà, ils se sentent exclus du jeu, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont voulu jouer avec ce à quoi on ne joue pas. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte que ce n'est pas une erreur qu'ils ont faite, c'est plutôt une faute. Ils en paient cash le prix. Chacun n'a qu'à assumer ses responsabilités. On va aller aux élections et comme l'a dit M. David, c'est le meilleur qui va gagner. Et puis nous tous, nous prenons acte et nous allons de l'avant. C'est le Togo qui doit bouger aujourd'hui. Donc il n'y a pas de dialogue. Enfin, ce n'est pas nous, sur ce plateau, souhait qui allons parler de dialogue. Quand on sait que par le passé, avant les législatives du 20 décembre 2018, il n'y avait pas vraiment l'entente. Juste après, on s'est retrouvé pour les locales. Par après, on se dit, bon, il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on discute. C'est ce que disait David tout à l'heure. C'est-à-dire que les gens veulent à nouveau
prendre ce qu'ils n'ont pas pu prendre pendant qu'on organisait les législatives, pour au moins se retrouver là-bas. Parce que le débat politique, c'est à l'Assemblée. On les avait invités pour venir à l'Assemblée pour qu'on instaure le débat politique. Ils ont refusé, soi-disant, il n'y aura pas d'élections législatives, qu'ils vont les empêcher. On a dit ça dans ce pays. Et ceux qui sont de leurs partisans ont cru réellement que ces messieurs peuvent empêcher la tenue des législatives. Malheureusement pour eux, les législatives ont eu lieu. Ils se sentent aujourd'hui exclus parce qu'ils se sont exclus. Lorsqu'on allait organiser les législatives, on n'a empêché personne de venir. Parce qu'eux-mêmes, ils ont empêché leurs partisans de prendre part à ces législatives. Ils se sont vus exclus et ils se sont exclus. Maintenant, ils veulent retourner par une autre voie. Vous voyez, la dernière fois, ils ont participé au local. Ils se sont retrouvés, certains sont devenus maires aujourd'hui. Hein, des leaders politiques, des gens qui ont dirigé l'opposition, tout ça, sont maires. Et ils se contentent, je crois, de ça. Mais ils croient encore qu'ils peuvent revenir maintenant pour bloquer ou bien pour participer à la CENI, pour un peu prendre encore. Mais le pays a dépassé ces histoires-là. Et donc, je crois que ils ne peuvent que, enfin, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Ils sont aujourd'hui en face de ce qu'eux-mêmes ont créé. On ne va pas continuer par ouvrir des dialogues qui se terminent par, je ne sais pas, des incompréhensions entre les gens et d'abord des incompréhensions au sein même de cette opposition. David l'a dit tout à l'heure, l'opposition n'est plus crédible dans ce pays. On a vu ce qui s'est passé la dernière fois au local. C'est dans leur rang que les gens ont refusé même d'aller voter. C'est eux, leurs partisans, qui, malgré ce qu'ils leur ont dit, sont allés se faire recenser. C'est eux qui ont refusé même d'aller voter. Et donc voilà, ils se sont décrédibilisés vis-à-vis de la population togolaise. Maintenant, ils veulent avoir un crédit au profit de cette affaire de dialogue. Il faut arrêter cette histoire-là. À moins de 5 mois de cette élection présidentielle qui s'annonce en toute beauté, hein, parce qu'il y a plein de candidatures que je vois tous les jours, les artistes qui s'annoncent par ici. Bientôt, on aura quelques têtes de journalistes qui vont s'annoncer également. Ah bon, vous en avez? On ne sait jamais. Hein. Vous en avez les éléments. D'abord que c'est l'élection qui va enregistrer le plus de candidatures. Hein. On est déjà à 8 ou à 9, je crois. Ah oui. Il reste l'UFC, le CAR, la CPP, enfin, il reste toutes ces formations politiques. Il reste Unir. Mais c'est toujours bien. Hein. Le candidat de l'Uni va passer au premier tour. Un peu plus d'une douzaine, une quinzaine de candidatures. Ce sera l'élection qui enregistrera le plus de candidatures. Tant mieux, on verra ce qui va se passer. L'élection à 2 tours. Ça veut dire, Oui, ça veut dire déjà qu'il y a un déverrouillage des institutions. Ce qui va se passer. Alors, de quoi a-t-on besoin aujourd'hui? On a besoin aujourd'hui, à quelques mois des élections présidentielles, que les choses s'apaisent et que les élections soient organisées dans les meilleures conditions. Je pense que c'est aussi un grand défi pour l'UNIR, qui a l'ambition de permettre une organisation assez saine et assez crédible. On peut, à l'image de la dernière élection présidentielle il y a de cela 5 ans. Et cela permettra aussi aux Togolais d'avoir une visibilité sur ce qui va réellement se passer. Si c'est le candidat qui sortira gagnant sera celui qui va reconstruire, rebâtir le Togo. On en a besoin aujourd'hui, puisque moi, je n'accuse pas totalement l'opposition. Je dis qu'ils avaient besoin de franchir cette étape pour se donner, pour se mesurer, pour mesurer un peu leurs capacités. C'est ce que ça a donné aujourd'hui. Et la population, le peuple togolais, enfin, les militants de l'opposition aujourd'hui sont découragés. On a vu les appels aux dernières marches. Ça n'a rien donné. Eux-mêmes, ils l'avaient reconnu. Madame la présidente de la C14, la C5, président, c'est pas 14. La porte-parole de la C14. Non, c'est C5. Dans le temps. Okay, aujourd'hui, c'est juste une précision. Et donc, ça veut dire qu'il y a découragement au niveau de leurs militants. Pourquoi? Parce que les promesses qui ont été faites n'ont pas été toutes tenues. Et il appartient maintenant à UNIR de réécrire une nouvelle page en proposant les meilleures conditions d'organisation de ces élections. Est-ce que c'est l'UNI qui organise les élections? C'est la CENI qui organise. La CENI a dit qu'il y a des simulations dans les jours qui viennent afin de tester l'appareil qui va devoir... Ce n'est pas UNI qui organise les élections, mais c'est UNI qui est au pouvoir. Le gouvernement actuel est à 90% des membres de UNI. La CENI est autonome, non? La CENI est autonome, travaille sous le ministère de...
Oui, la CENI Elle est autonome, mais elle est fortement politisée. Hein. Non, la CENI n'est pas autonome, elle est indépendante, mais elle est sous l'arrest. Elle est placée sous l'arrest. C'est quoi la différence finalement? Bah... Bon, on va pas quand même... Je vais écouter ça sur la question. Actuellement, de quoi a-t-on besoin justement? Non. À quelques mois, on n'est plus vraiment à 6 mois, 5 mois peut-être. 5 mois même, c'est trop. Non, ce dont on a besoin, c'est déjà la nouveauté. Le vote des Togolais de la diaspora, c'est ça la nouveauté. Et puis, il faut l'organiser, voir les critères dans lesquels ces gens-là vont... qui a travaillé d'arrache-pied pour le Conseil des Togolais de... Non, ça n'a rien à voir avec la CENI. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. On parle de recensement. C'est comment ils vont faire ce recensement-là. Est-ce que les conditions prévues... Bon, en fait, c'est ça qui devrait, n'est-ce pas, alimenter le débat national aujourd'hui. Est-ce que les règles qui organise, n'est-ce pas, ce recensement-là, va se faire dans de bonnes conditions. Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Qu'est-ce qu'il ne faut pas améliorer? Maintenant, au niveau du plan, sur le plan national au Togo, ici, on sait que la révision du fichier électoral a entraîné quelques dysfonctionnements. Parce que à l'appel du boycott, c'est plus les gens de la région maritime qui ne se sont pas fait beaucoup enrôler. Maintenant, au cours de la prochaine révision, il va falloir prévoir plus de matériel pour la région maritime parce que, au contraire, lorsqu'on prend les autres régions, le recensement s'est fait plus ou moins dans les bonnes conditions. Donc, il faut doser la région maritime avec plus de matériel. Est-ce qu'il y avait du manque vraiment? Oui, parce qu'à Lomé, il y avait une forte affluence. Il avait été donné. Oui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je sais que ce n'est plus le cas. Donc, il faut tenir compte de cette réalité-là, savoir que dans la Lomé, région maritime, beaucoup de gens ne se sont pas fait enrôler. Donc, il faut doser cette région-là avec plus de matériel pour permettre aux gens de savoir. Parce que lors de la révision électorale, on a vu comment il y avait des files interminables. Les gens sont allés à 9h, ils sont rentrés à 16h. Moi-même, j'ai fait plusieurs tentatives avant de pouvoir me faire enrôler. Donc, il faut vraiment que la CENI puisse prendre en compte cela. Et puis, moi, je pense que c'est ce qu'il faut. Et puis, revoir peut-être ce qui n'a pas tellement marché et puis corriger. Donc, il ne faut pas monopoliser le débat. Il ne faut pas créer un diktat d'un énième dialogue. Ce qu'il faut faire, c'est simple. Il faut se concentrer sur l'organisation des élections et puis les gens vont aller voter calmement. On aura un président élu pour encore 5 ans. L'organisation des élections, en toute quiétude, ça consiste à faire quoi, Basile? Non, de quoi on a besoin? On a tout récemment le président de la CENI qui a fait sortir un communiqué pour pouvoir tester l'appareil dans certaines préfectures, zones du Togo, pour s'assurer. Tout ça là montre la bonne foi du gouvernement actuel à continuer le processus de démocratisation et pour que nous puissions vraiment dire que le Togo est en bonne voie pour la démocratie. Et je crois que cette bonne volonté du pouvoir en place à tout faire et à mieux faire devra permettre aux Togolais de se dire nous avançons. Ceux qui hier pensaient que non, le pouvoir il ne veut pas faire ci, il ne veut pas faire ça. Qu'est-ce qui ne suffit pas? Il faut la sérénité. Il faut une sérénité. Il a rencontré Faure Gnassingbé, il l'a rencontré un certain nombre de fois. On veut rencontrer Faure Ils l'ont toujours rencontré. La dernière fois, Antoine Folly a voulu le rencontrer pour discuter. Monsieur Mathieu, pour rencontrer Faure, ce n'est pas sur les médias. Il faut aller signer une fiche d'audience pour le rencontrer. C'est pas sur radio, on m'a dit je veux rencontrer. Non, mais par quel voie il va rencontrer le président de la République, Monseigneur Kodjiro le sait. Quand ils ont rencontré récemment, est-ce qu'ils nous ont informé quand la C14 allait rencontrer, ils nous l'ont annoncé. Mais ils n'ont qu'à utiliser les procédures habituelles. Il se passe beaucoup de choses dans l'ombre. Oui, donc ils n'ont qu'à continuer dans l'ombre. Nous n'avons pas besoin de ça dans le débat national. Je pense qu'il y a aussi de l'intérêt du chef de l'État de les écouter. Il les a toujours écoutés. Le chef de l'État n'a fait qu'écouter ces gens depuis des années là. De les écouter pour prouver sa volonté d'aller à la résolution de la crise. Aujourd'hui, la crise n'est pas encore finie. Et c'est lui, le chef de l'État. Tout citoyen togolais peut rencontrer le chef de l'État, qu'il soit opposant ou pas. La procédure, elle est la même. Et je pense que si sa porte est frappée par l'opposition ou par n'importe quel acteur politique,
il est bienséant pour lui de la recevoir. Le président faudra toujours reçu l'opposition, je crois. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ils peuvent être aussi reçus par le Premier ministre. Si au jour d'aujourd'hui, s'il faut encore discuter des conditions d'élection, les conditions sont déjà tracées, je crois. Hein. Le président doit le recevoir pour les regarder dans la figure. Mais c'est ce que tout le monde dit. Non, c'est ce qu'ils disent pour les élections. C'est toujours pour les élections. Il faut qu'on reprenne, je ne sais pas, les discussions pour voir comment les élections seront organisées, etc. Les élections sont déjà en train d'être organisées. Mais je crois que le chef de l'État, il est assez attentif aussi. Il a toujours été attentif. À tout ce que la classe politique, il a toujours été attentif. L'opposition dit, il est attentif, il est observateur, et je crois qu'il est à l'écoute et il peut surprendre à tout moment. Non, moi je pense qu'aujourd'hui, tout l'argumentaire de l'opposition, leurs revendications majeures sont en train d'être battues en brèche. Parce que la dernière, c'est le vote de la diaspora. À un moment donné, nous disions, et ce fameux vote de la diaspora, on n'en parle plus. Voilà qu'il y a un projet de loi qui sort de nulle part pour nous annoncer que des dispositions sont en train d'être prises. Il y a l'annonce de la révision de la loi électorale, mais finalement, lorsque tout sera abouti, en fait, d'ici décembre, janvier, toutes les revendications majeures politiciennes de l'opposition, ils seront tous vidés. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer désormais? Fini, là. Ils n'auront plus rien dans leur vestiaire. La recomposition de la CENI et de la Cour constitutionnelle. On va recomposer la CENI. David Djakwavi, togosite.com. Merci d'être passé sur ce plateau. Sana Kobla-Sadio et tout. Merci d'être passé. C'est moi. Vas-y, Lago, merci d'être là. C'est moi qui Messieurs, merci. Madame, merci à vous aussi de nous avoir été fidèles jusqu'à ce moment. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.